Attendez une seconde. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. Cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-nous en commentaire de quelle ville regardez-vous cette vidéo. Votre voix compte, et j'ai hâte de découvrir d'où vous nous suivez. Dans une contrée lointaine où les caravanes traversaient les déserts comme des rivières de poussière et où les marchés bruissaient du tumulte des voix et du cliquetis des pièces d'or, s'élevait une cité prospère. Ses murailles d'argile cuite semblaient embrasser le ciel, et ses minarets lançaient leurs ombres fines sur des ruelles animées. Là vivaient des marchands aux coffres débordants de richesses, des artisans modestes qui façonnaient de leurs mains des trésors d'habileté, et des juges censés défendre l'équité et la loi. Mais sous le vernis éclatant de cette prospérité se cachait une réalité plus sombre, la cupidité, la corruption et la soif de pouvoir. Parmi les notables, un gouverneur se distinguait. On disait de lui qu'il avait l'esprit aussi tranchant qu'une lame et la ruse plus subtile qu'un serpent. Il connaissait les faiblesses des hommes et savait les tourner en force pour préserver l'ordre. Le peuple l'admirait, car sa réputation de justice traversait les murs de la cité comme le parfum d'un jardin de jasmin au printemps. Mais il observait avec inquiétude l'attitude de certains juges dont l'honnêteté se flétrissait sous l'appât du gain. C'est dans ce décor vibrant et contrasté, entre la splendeur des souks et l'ombre des intrigues, que commence notre histoire. Car bientôt, un juge corrompu, un marchand avide et un cordonnier honnête allaient croiser leur destin, sans savoir que l'œil perçant du gouverneur veillait déjà sur le sort de la cité. Dans cette cité animée par les cris des vendeurs d'épices et les mélodies des musiciens de rue, 4 figures allaient jouer un rôle décisif dans l'histoire. Le premier était le juge. Homme d'apparence digne, vêtu de longues robes sombres bordées d'or, il inspirait respect à ceux qui ignoraient la noirceur de son cœur. Son regard fuyant et ses mains agitées trahissaient cependant son avidité. Son pouvoir, il ne l'utilisait pas pour protéger les faibles mais pour remplir sa bourse, se laissant acheter comme on achète un tapis au marché. À ses côtés se tenait le marchand, riche et influent. Sa maison aux portes sculptées brillait de lanternes chaque soir, et ses coffres débordaient de soie, de pierres précieuses et de pièces d'or. Pourtant, plus ses richesses augmentaient, plus son cœur se rétrécissait. Son visage rond s'illuminait toujours d'un sourire, mais c'était celui du serpent qui s'apprête à mordre. Il avait depuis longtemps compris que les juges cupides étaient des alliés précieux pour agrandir ses profits. À l'opposé de ces deux hommes se trouvait le cordonnier. Vêtu simplement, les mains calleuses de son labeur quotidien, il ne possédait que son échoppe modeste où il réparait les chaussures des riches comme des pauvres. Son âme était droite, mais sa naïveté faisait de lui une proie facile. Pourtant, derrière ses yeux fatigués brûlait encore une flamme d'espérance, car il croyait que la justice, un jour, finirait par triompher. Enfin, au-dessus de tous, le gouverneur observait. Sa présence imposante suffisait à apaiser les querelles. Son intelligence, vive et profonde, faisait de lui un maître des stratagèmes. Il savait que la cité ne pouvait rester prospère si les injustices venaient à s'enraciner, et il se préparait déjà à mettre son habileté au service du peuple. Un soir, dans la pénombre parfumée d'un salon richement décoré, le juge et le marchand se retrouvèrent en secret. La pièce était éclairée par la lueur vacillante de quelques lampes à huile, et l'air était épais de fumée d'encens. Le marchand, assis sur des coussins brodés, caressait les bagues qui ornaient ses doigts boudinés. Face à lui, le juge sirotait du vin de date, son regard brillait d'avidité. « Frère, » commença le marchand d'une voix basse, « il est temps de profiter de la naïveté de ce cordonnier. Ses mains sont pleines de travail, mais son esprit est vide comme une outre percée. » Le juge hocha lentement la tête. « Je vois où tu veux en venir. Que as-tu en tête? » Alors le marchand expliqua son plan, accuser le cordonnier d'une dette inventée, soutenue par de faux témoins et légitimée par l'autorité du juge. En échange, une partie du butin reviendrait au magistrat corrompu. Le juge sourit, découvrant des dents jaunies par le vin. « Tu as toujours été généreux avec tes amis, » dit-il en posant sa main grasse sur l'épaule du marchand. « L'affaire sera réglée. Le cordonnier ne pourra se défendre, et le peuple croira en ma parole. » Ainsi, dans cette salle feutrée, 2 hommes scellèrent un pacte infâme. Leur avidité se lia comme 2 serpents enroulés, prêts à étouffer la victime choisie. Ce fut le début d'une injustice dont l'écho allait résonner bien au-delà de leurs calculs. Le lendemain, alors que le soleil montait dans le ciel et que les cris des vendeurs emplissaient les ruelles, le cordonnier, comme à son habitude, s'était assis devant sa modeste échoppe. Ses mains calleuses façonnaient des sandales pour un client pauvre quand soudain 2 gardes du tribunal s'approchèrent.
Leur visage sévère, leurs lances dressées, semèrent aussitôt la panique dans le cœur du pauvre artisan. Toi, cordonnier, lança l'un d'eux, tu es convoqué devant le juge. Tu as une dette que tu refuses de payer. Le cordonnier écarquilla les yeux. Ses doigts lâchèrent l'outil qu'il tenait, et il balbutia, une dette? Mais je n'ai jamais emprunté une seule pièce d'or. On le força à se lever et à marcher jusqu'au tribunal. Devant la foule rassemblée, le juge trônait déjà sur son siège, le marchand à ses côtés, affichant un sourire narquois. Les accusateurs avaient préparé leur mensonge, ils affirmèrent que le cordonnier avait emprunté une somme considérable pour agrandir son échoppe et qu'il refusait de la rendre. Le pauvre artisan, pris au piège, se défendit de toutes ses forces, je n'ai que mes mains et mes outils. Comment aurais-je pu emprunter de l'or, moi qui peine à nourrir mes enfants? Mais la voix du juge coupa court à toute contestation. Son ton autoritaire fit taire le cordonnier comme une tempête éteint une lampe fragile. Le peuple, partagé entre doute et crainte, murmurait. Beaucoup connaissaient l'honnêteté du cordonnier, mais qui oserait défier la parole d'un juge et celle d'un marchand puissant? Ainsi commença l'injustice, enveloppant l'artisan comme un filet dont il ne pouvait s'échapper. La nuit qui suivit fut longue et cruelle pour le cordonnier. Assis dans son échoppe silencieuse, il tenait entre ses mains son marteau, non pour travailler, mais comme si l'outil fidèle pouvait lui donner du courage. Ses enfants, endormis sur une natte usée, respiraient paisiblement, inconscients du poids qui écrasait leur père. Son cœur battait fort. Comment lutter contre un juge et un marchand, quand sa seule richesse était son honnêteté? Au matin, son désespoir se changea en résolution. On lui avait souvent parlé du gouverneur, un homme juste et rusé, qui ne se laissait pas aveugler par l'or. Alors, serrant son maigre manteau sur ses épaules, il se rendit au palais. Devant la grande porte sculptée, les gardes hésitèrent à le laisser entrer, mais la détermination de ses yeux les convainquit. Introduit dans la salle du trône, il se prosterna devant le gouverneur. Sa voix tremblante résonna dans la vaste pièce. « Seigneur, je suis un pauvre cordonnier. Un juge m'accuse d'une dette que je n'ai jamais contractée. Le marchand ment, et leur parole écrase la mienne. Si la justice ne m'est pas rendue, je perdrai mon honneur, mon travail et mes enfants seront jetés à la rue. » Le gouverneur, attentif, resta silencieux un long moment. Ses yeux, sombres et perçants, scrutèrent le visage marqué du cordonnier. Puis il dit d'une voix ferme mais douce. « Ne crains rien. Retourne dans ton échoppe et continue ton travail. La vérité se cache derrière les voiles du mensonge, mais il suffit d'un souffle pour les déchirer. » Le cordonnier sentit une lueur d'espérance renaître dans son cœur. Car dans le regard du gouverneur brillait une promesse, celle de la justice. Lorsque le cordonnier eut quitté le palais, le gouverneur resta pensif, les doigts jouant avec la longue plume posée sur son bureau. Il connaissait trop bien la nature humaine pour ignorer la corruption du juge et l'avidité du marchand. Mais pour que justice soit rendue, il fallait non seulement dévoiler leurs mensonges, mais aussi les confondre devant tout le peuple, afin que plus jamais la loi ne soit utilisée comme un instrument d'oppression. Il appela son vizir et lui dit d'une voix basse. « Prépare un procès public. Fais savoir à tous que le gouverneur lui-même écoutera l'affaire du cordonnier. Mais garde pour toi ce que je vais t'ajouter, j'ai un plan pour démasquer ces hommes. » Le vizir s'inclina profondément et quitta la salle. Le gouverneur, quant à lui, fit préparer 2 coffrets identiques, l'un rempli de pièces d'or, l'autre vide. Il ordonna ensuite qu'on invite le marchand et le juge à apporter leurs preuves, car une accusation sans preuve n'est qu'un souffle perdu. Le lendemain, assis dans son salon secret, il murmurait en lui-même. Les mensonges s'enchevêtrent toujours, comme les cordes d'un filet. Mais il suffit de tirer sur le bon nœud pour que tout s'écroule. Ainsi, avec la patience d'un joueur d'échecs, il plaça ses pions. Le marchand et le juge, confiants dans leur tromperie, ignoraient que l'œil du gouverneur avait déjà percé leur ruse. Le piège était prêt à se refermer, mais personne ne pouvait encore deviner de quelle manière il allait dévoiler leur trahison. Le jour fixé arriva. Dès l'aube, la grande place de la cité s'emplissait d'une foule bigarrée, marchands, artisans, femmes voilées et enfants curieux. Tous voulaient assister à ce procès rare, car on avait annoncé que le gouverneur en personne rendrait la justice. Sous le soleil éclatant, les minarets projetaient leurs ombres fines, et l'air vibrait d'impatience. Au centre, un estrade avait été dressé. Le gouverneur, vêtu de son manteau brodé aux reflets pourpres, s'assit sur un siège élevé, le regard impassible.
À sa droite, se tenaient le juge et le marchand, confiant et arrogant. À sa gauche, le cordonnier tremblait, mais ses yeux brillaient d'une confiance nouvelle. Le gouverneur leva la main, et le silence tomba comme une chape de pierre. Aujourd'hui, dit-il d'une voix claire, nous entendrons la vérité. Celui qui mentira sera confondu devant tout le peuple. Le marchand prit la parole le premier, déroulant son mensonge avec l'assurance de celui qui croit tenir la victoire. Le juge, d'un ton solennel, confirma ses paroles, donnant un vernis d'autorité à leur tromperie. La foule, troublée, se demandait où se cachait la justice. Alors le gouverneur fit apporter les 2 coffrets. Il déclara: Si ce que vous dites est vrai, que le cordonnier reconnaisse son emprunt en désignant le coffret qui contenait l'or. Car nul ne peut oublier la forme de sa dette. Un murmure parcourut la foule. Le cordonnier, déconcerté, baissa les yeux, ne comprenant pas encore le stratagème. Mais dans le regard du gouverneur, il eut une étincelle de confiance, et son cœur se raffermit. La partie venait de commencer. Le silence pesait sur la place. Tous les regards étaient fixés sur les 2 coffrets posés devant l'estrade, identiques dans leur forme et leur couleur, comme 2 frères jumeaux. Le cordonnier, hésitant, ne savait que répondre. Alors le gouverneur, d'un geste calme, dit: Approche, artisan. Choisis le coffret que tu reconnais comme celui qui contenait l'or. Si tu dis vrai, nul ne pourra t'accuser. Le cordonnier, la gorge serrée, s'avança lentement. Mais son esprit, honnête et pur, était troublé, il n'avait jamais touché une pièce de cet or. Comment pouvait-il reconnaître ce qu'il n'avait jamais vu? Après un long silence, il se tourna vers le gouverneur et répondit avec sincérité: Seigneur, je ne peux pas mentir. Je ne sais pas. Jamais je n'ai reçu d'or. Un murmure parcourut la foule, et les visages s'illuminèrent de respect. Mais le gouverneur ne s'arrêta pas là. Se tournant vers le marchand et le juge, il dit d'une voix ferme: Vous affirmez qu'il vous doit une somme? Alors montrez-nous quel coffret contenait l'or que vous lui avez prêté. Un créancier n'oublie jamais son bien. Le marchand, pris de court, s'approcha. Sa main tremblante désigna un coffret au hasard. Le gouverneur l'ouvrit, il était vide. La foule s'agita. Le visage du marchand pâlit. Le juge, pressé de sauver les apparences, s'avança à son tour et désigna l'autre coffret. Lorsqu'on l'ouvrit, on y trouva des pièces d'or scintillantes. Mais le gouverneur, se levant, déclara: Vous avez tous 2 échoué. Car celui qui prête reconnaît son or, et celui qui juge ne se contredit pas. Vos mensonges se sont entrelacés et se sont détruits l'un l'autre. La foule éclata en cris d'indignation, tandis que le piège du gouverneur se refermait sur les 2 imposteurs. Lorsque le mensonge fut dévoilé, la foule se mit à murmurer avec colère. Des hommes frappaient du pied, des femmes levaient les mains au ciel en s'exclamant: Honte aux marchands! Honte aux juges! L'air vibrait comme une tempête prête à éclater. Mais le gouverneur leva la main, et le silence revint aussitôt. Son regard sévère se posa sur les 2 coupables, dont les visages ruisselaient de sueur. Vous, juge, dit-il d'une voix glaciale, vous avez trahi le serment qui vous liait à la justice. Votre rôle était de protéger les faibles, mais vous avez vendu votre honneur pour quelques pièces d'or. Puis il se tourna vers le marchand. Et toi, riche de coffre mais pauvre de cœur, tu as voulu écraser l'humble artisan par cupidité. Tu croyais que l'or pouvait acheter jusqu'à la vérité. Les gardes, à un signe du gouverneur, s'avancèrent. Le juge fut déchu publiquement de sa charge, ses vêtements d'apparat arrachés devant le peuple. Quant au marchand, ses coffres furent saisis et partagés entre les pauvres de la cité. On dit que jamais il n'avait paru si petit que ce jour-là, réduit à un homme tremblant, démuni de ses privilèges. Le gouverneur appela alors le cordonnier. Il le fit monter sur l'estrade et déclara: Voici un homme dont la seule richesse est l'honnêteté, et cette richesse vaut plus que 1000 coffres d'or. La foule acclama, et le cordonnier, les larmes aux yeux, s'inclina profondément. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que la justice avait un visage, et que ce visage était celui du gouverneur. Lorsque la sentence fut prononcée et que la justice triompha, la cité entière sembla respirer d'un souffle nouveau. Dans les ruelles parfumées d'épices, on ne parlait que du procès. Les riches et les pauvres, les voyageurs et les habitants, tous répétaient la même chose: le gouverneur est intelligent et débrouillard, mais surtout, il est juste.
Le cordonnier, de retour dans son humble échoppe, trouva ses outils plus précieux que jamais. Ses enfants l'accueillirent avec des rires, ignorant qu'ils avaient frôlé la misère. Désormais, chaque chaussure qu'il réparait était comme un témoignage de son honnêteté préservée. Quant au marchand déchu, il est réel un spectre, regardé avec mépris par ceux qui jadis flattaient sa richesse. Et le juge, chassé de sa charge, quitta la cité en silence, car son nom était devenu synonyme de honte. Ainsi, les deux hommes qui croyaient dominés par l'or et le pouvoir avaient été renversés par la ruse d'un seul esprit clairvoyant. Le gouverneur, lui, continua à régner avec sagesse. Mais cette affaire devint une légende. On la racontait dans les marchés, sous les tentes des caravaniers et même dans les écoles où les enfants apprenaient à distinguer le bien du mal. La morale résonnait dans toutes les oreilles. L'or peut acheter des langues, mais jamais la vérité. Celui qui croit tromper les autres finit toujours par se tromper lui-même. La justice, même voilée, trouve toujours un chemin pour se révéler. Et dans cette cité, on sut que la vraie richesse n'était pas dans les coffres remplis d'or, mais dans un cœur honnête et dans l'intelligence d'un gouverneur qui savait défendre le peuple.